Alors que la 5e semaine de la guerre en Iran se termine, il devient clair que le président américain Donald Trump souhaite quitter l'Iran. Et vite, Donald Trump a transmis ce message haut et fort de 3 façons. D'après un haut responsable de la Maison-Blanche interrogé par MS Now, ex-MSNBC, le président Donald Trump commence à se lasser de la guerre. Il ne le regrette pas, il s'ennuie juste et veut passer à autre chose. Un autre responsable de la Maison-Blanche a confirmé aux médias que le président tournait la page sur le conflit. Il a alors focalisé son attention sur l'économie, les affaires intérieures et les élections de mi-mandat. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump a dit à ses conseillers qu'il était prêt à mettre fin à la campagne en Iran et se retirerait, même si le détroit d'Ormuz restait en grande partie fermé. Dans ces circonstances, même en interprétant généreusement la situation, les objectifs de Donald Trump ne seraient que partiellement atteints. Au mieux, soyons un peu moins généreux. Se retirer sans avoir ouvert le détroit d'Ormuz serait un échec stratégique total, quelle que soit la tentative de rejeter la faute sur l'OTAN. Dans tous les cas, cela représente un sacré compromis, avec pour objectif final évident de retirer Washington du conflit. Enfin, Donald Trump l'a affirmé lors d'une allocution récente, expliquant à ses électeurs que la guerre durerait 2 à 3 semaines. En conclusion, mentionner le soutien des partenaires de Washington, alors que Benjamin Netanyahou affirme à son peuple que l'Iran n'est plus une menace existentielle. Et les signes sont clairs. Après un mois de guerre, les États-Unis se préparent à se retirer. Alors, à quoi ressemble cette sortie et est-il même possible d'obtenir un simple accord de paix ? Au vu de ce qui précède, on pourrait croire qu'un accord de paix entre les 3 belligérants au Moyen-Orient était proche. Si Donald Trump en avait vraiment assez du conflit, le moyen le plus rapide d'y mettre fin, hors retrait unilatéral, serait un cessez-le-feu. Mais pour l'instant, les signaux venant de toutes les parties indiquent qu'un accord est encore loin d'être conclu. Mercredi, Donald Trump a annoncé sur Truth Social que le nouveau président iranien avait réclamé un cessez-le-feu. C'est une déclaration encourageante en théorie, sauf que l'Iran n'a pas de nouveau président. Il y a un nouveau guide suprême, Mujtaba Khomeini, qui a remplacé son père, Ali Khomeini, mais son président étant toujours Massoud Pezeshkian. Ce n'est pas non plus une simple confusion. Mujtaba Khomeini incarne les partisans militaristes radicaux de l'Iran. Mais peu importe de qui Trump parlait, il a décrit, je cite, le nouveau président comme étant beaucoup moins radicalisé et bien plus intelligent que ses prédécesseurs. Dans ce message, Trump a de nouveau contredit ce que ses conseillers avaient déclaré à la presse sur sa position. Trump a affirmé en ligne qu'il n'envisagerait un cessez-le-feu que si le détroit d'Ormuz était ouvert. Jusque-là, Washington continuerait, je cite, à réduire l'Iran en poussière, ou, comme ils disent, à le ramener à l'âge de pierre. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Trump a répété ce message dans son discours, affirmant que les États-Unis continueraient à frapper l'Iran très fort dans les 2 à 3 prochaines semaines. En attendant, les discussions se poursuivraient en coulisses. Ensuite, il y a la position de l'Iran. Selon Reuters, Téhéran a exigé un cessez-le-feu global, avec de nombreuses garanties incluses visant à mettre fin définitivement aux hostilités avec les États-Unis et Israël, et compliquer un retour futur à la guerre. Mais d'autres médias avaient une version différente. Le New York Times a indiqué que des agences de renseignement américaines pensent que le gouvernement iranien refuse des négociations substantielles. Après tout, disent-ils, le gouvernement iranien estime qu'il est en position de force et n'a pas à céder aux exigences diplomatiques des États-Unis. Cette évaluation correspond à ce que des analystes bien informés, comme Danny Sekronovitz du Atlantic Council, disent sur la façon dont l'Iran se perçoit dans cette guerre. Ainsi, malgré toutes ces pertes, l'Iran croit toujours qu'il détient l'avantage. Et bien que Téhéran soit prêt à maintenir les canaux ouverts, ils ont affirmé que l'Iran ne fait pas confiance aux États-Unis et doute du sérieux de Trump concernant les négociations. À noter, Trump a ordonné 2 attaques contre l'Iran au cours des 12 derniers mois, pendant des négociations. Les responsables iraniens ont rejeté ces propos, mais les 2 parties avancent. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé mercredi que Téhéran n'avait pas demandé de cesser le feu, contrairement à ce qu'affirme Trump. Puis, il y a le détroit d'Ormuz. Le président Trump a plusieurs fois exigé l'ouverture totale du détroit, mais l'Iran a toujours refusé. Ibrahim Azizi, chef de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien et l'une des personnalités les plus puissantes du pays, a récemment écrit sur X que le détroit ne serait pas ouvert à Trump. Au lieu de cela, il serait ouvert à ceux qui se conforment aux nouvelles lois iraniennes régissant le détroit, ce qui inclurait le paiement d'un péage à Téhéran. En raison de l'importance économique du détroit et du contrôle iranien, les Émirats prévoient d'aider les États-Unis à ouvrir le détroit d'Ormuz par la force.
Selon le Wall Street Journal, des diplomates émiratis ont exhorté les États-Unis et les puissances militaires européennes et asiatiques à former une coalition et intervenir. Les Émirats poussent pour une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant une opération. Bien que les membres permanents, la Russie et la Chine, puissent opposer leur veto, les Émirats ne sont pas seuls à vouloir agir dans le détroit d'Ormuz. Keir Starmer, Premier ministre britannique, a annoncé une réunion de 35 pays que le Royaume-Uni accueillerait sur la réouverture du détroit. Cette réunion vise à ouvrir la voie à une coopération militaire à grande échelle pour sécuriser le détroit et le rendre sûr et accessible. Après l'accalmie des combats, le Pakistan continue de plaider pour la paix, malgré les divergences américano-iraniennes. Actuellement, le Pakistan propose un plan de paix en 5 points, espérant tirer parti de ses relations avec les deux nations et gagner un peu d'influence diplomatique au passage. La proposition en 5 points est également soutenue par la Chine, ce qui constitue un nouveau développement après que le ministre des Affaires étrangères pakistanais s'est rendu à Pékin mardi. La proposition exige l'arrêt immédiat des hostilités et l'ouverture rapide de pourparlers de paix. Les attaques contre civils et cibles non militaires seraient aussitôt suspendues. La sécurité du transit par le détroit d'Ormuz et d'autres voies navigables cruciales serait garantie, tout accord de paix durable reposant sur le droit international. Mais si tout cela vous semble un peu trop optimiste, c'est parce que ça l'est vraiment. Sur le champ de bataille. Des négociations, nous devons nous tourner vers les développements sur le champ de bataille, où la situation ne cesse de se détériorer. Le vendredi 27 mars, Israël a élargi la portée de ses attaques contre les cibles économiques iraniennes en frappant 2 des plus grandes usines sidérurgiques d'Iran, à Avaz et à Ispahan. Des sources de sécurité israéliennes ont indiqué à Reuters que les frappes sur des usines partiellement détenues par le corps des gardiens de la révolution islamique infligeraient des milliards de dollars de pertes à l'économie iranienne et paralyseraient l'industrie sidérurgique, selon Argus Media, spécialiste des marchés mondiaux de l'énergie et des matières premières. A rapporté que les frappes ont endommagé les installations de stockage et les infrastructures électriques chez Kurdistan Steel et Mabaraker, et a précisé que les attaques devraient diminuer la production et la capacité d'exportation de l'Iran. L'Iran possède l'une des plus grandes industries sidérurgiques au monde et, selon les estimations des experts, l'acier représente environ 14% des exportations nationales hors pétrole et gaz naturel. Un analyste a déclaré au Jerusalem Post que les frappes sur l'industrie sidérurgique témoignent d'une stratégie américano-israélienne visant à réduire presque à zéro les réserves de devises étrangères de l'Iran. Ces secteurs forment la colonne vertébrale des revenus en devises du pays. Couper ces artères économiques vitales viserait à provoquer l'effondrement de l'économie iranienne, ce qui pourrait ne plus être très loin vu son état déjà affaibli. C'est important car plusieurs analystes ont accusé les États-Unis d'avoir permis à l'Iran de gagner de l'argent grâce à la vente de pétrole sur le marché international, après que la guerre a fait flamber les prix du pétrole. Après les frappes sur les usines sidérurgiques, l'Iran a vite menacé de représailles massives. Le pays a promis d'attaquer 6 aciéries en Israël et dans les États du Golfe, ce qui aurait durement touché les marchés mondiaux. Cependant, au moment où nous écrivons ces lignes, l'Iran n'avait pas encore ciblé ses installations. Le 31 mars, les médias iraniens ont rapporté que le complexe Mabarak Steel avait de nouveau été visé lors de frappes le même jour que celles contre les aciéries. Une attaque de missiles et de drones contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite a blessé au moins 15 soldats américains, dont 5 grièvement. L'attaque a endommagé plusieurs avions ravitailleurs américains, les images satellites révélant des dégâts sur leur aire de stationnement et une signature thermique de flammes. Encore plus important, l'attaque a détruit un E-3 Sentry extrêmement précieux, un avion de détection et de contrôle aéroporté que les États-Unis n'utiliseront qu'en nombre relativement limité, s'éloignant de l'Iran. Regardons les Houthis. Il y a une semaine, ils annoncèrent leur entrée dans la bataille, mais leur influence reste limitée. Jusqu'à présent, les Houthis ont lancé 3 petites vagues d'attaques, chacune visant Israël, y compris une attaque conjointe coordonnée avec le Hezbollah. Dans une déclaration télévisée, le porte-parole Houthi Yahya Seri a annoncé que l'attaque avait atteint avec succès ses objectifs. Cependant, l'armée israélienne affirme que les Houthis n'ont touché aucune cible. Pour l'instant, il semble que les Houthis aient évité d'attaquer une cible beaucoup plus proche de chez eux. Le détroit de Bab el-Mandeb, une voie navigable stratégique qu'ils pourraient en bloquer pour couper l'accès à la mer Rouge, comme l'Iran l'a fait avec le détroit d'Ormuz pour le golfe Persique. Au lieu d'attaquer directement le détroit de Bab el-Mandeb, les Houthis semblent surtout faire du bruit, rappelant au monde qu'ils sont toujours là, qu'ils restent dangereux et qu'ils sont toujours prêts à participer au combat. En Irak, une frappe de drone le 28 mars a visé la maison de Nesher Van Barzani, le président du Kurdistan irakien. Un responsable local a indiqué à l'Associated Press qu'il y avait des dégâts matériels mais aucune victime.
Cette attaque est importante pour deux raisons, mais surtout à cause de la personne qui a été visée. Hormis s'en prendre à leurs dirigeants respectifs, Israël et l'Iran n'ont pas visé de personnalités majeures du Moyen-Orient, même lorsque l'Iran cherche à punir les États du Golfe en attaquant leurs infrastructures. Donc viser un dirigeant de haut rang, même régional comme Bassani, constitue une escalade majeure. Bassani est un responsable kurde très important. Petit-fils du fondateur du Parti démocratique du Kurdistan, il jouit d'une grande popularité auprès des Kurdes et des minorités du territoire irako-kurde. Si l'attaque avait réussi, les forces kurdes auraient immédiatement riposté, mais il n'est pas clair qui aurait été leur cible. Et cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle nous avons choisi de mettre en avant cette histoire. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque. L'agence Mayan News rapporte que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a publié un communiqué qualifiant l'attaque de drones de terrorisme. Malgré ce communiqué, la plupart des soupçons visent l'Iran ou une milice soutenue par l'Iran, en raison de leurs attaques passées contre le Kurdistan irakien. En réponse, Washington n'a pas mâché ses mots et a publié un communiqué accusant directement les groupes soutenus par l'Iran d'avoir mené l'attaque. Bassani n'était pas le seul dirigeant du Kurdistan à avoir été visé. Des sources sécuritaires ont indiqué à Reuters que les défenses aériennes ont abattu un drone près de la résidence de Massoud Barzani, chef du parti kurde irakien au pouvoir. Massoud Barzani est l'ancien président kurde et l'oncle de Nechavan. Enfin, nous devons parler d'une attaque qui n'a pas encore eu lieu au moment où nous parlons, mais qui semble de plus en plus probable chaque jour qui passe. Le 1er avril, The Atlantic a indiqué que des responsables militaires envisagent 2 attaques terrestres en Iran. L'une sur l'île de Karg, centre névralgique de l'énergie nationale, l'autre pour s'emparer de l'uranium enrichi et paralyser le programme nucléaire iranien. La seule chose qu'ils attendent, c'est l'approbation du président Trump. Déployer des troupes sur le territoire iranien serait l'une des missions les plus dangereuses entreprises pendant l'un ou l'autre des mandats de Trump, comme nous l'avons mentionné dans les vidéos précédentes. La prise de l'île de Karg exposerait longtemps les troupes américaines aux missiles et drones iraniens et exigerait une présence américaine prolongée en Iran. Récupérer le matériel nucléaire serait tout aussi risqué. Les forces américaines opéreraient en profondeur en Iran sous menace de missiles et drones, tandis que des équipes fouilleraient trains les décombres pour le matériel. Malgré les risques, la récompense reste incertaine. The Atlantic note qu'aucune de ces opérations ne garantirait la fin de la guerre en quelques semaines, comme Donald Trump l'a promis. Aucune des deux ne provoquerait l'effondrement du régime ni la réouverture du détroit d'Ormuz. L'ascension précaire de J.D. Vance. Et enfin, nous devons prendre un moment pour parler du vice-président américain J.D. Vance. Avant la guerre, Vance était l'un des plus sceptiques à la Maison-Blanche, doutant de la durée, des objectifs et de l'impact sur les stocks de munitions américains, selon Axios. Trump semblait y faire allusion. Vance aurait peut-être conservé cette position lors de discussions privées sur l'Iran, Trump disant aux journalistes que Vance avait, sur le plan philosophique, une position un peu différente de la sienne. Dès le début du conflit, quand il est devenu clair que le président Trump voulait la guerre contre l'Iran, Vance s'est rangé à cette ligne et a soutenu l'emploi d'une force militaire écrasante pour y mettre rapidement fin. Malgré son ralliement rapide, il a été écarté au profit de figures plus bellicistes comme le secrétaire d'État Marco Rubio, qui s'est davantage exprimé dans les médias pour défendre la guerre et ses objectifs. Mais la situation a vite évolué quand Washington s'est tourné vers des négociations dans l'espoir de trouver une porte de sortie. Lors de ces discussions, l'Iran a déclaré ne pas vouloir reprendre les négociations avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner, car il dirigeait les pourparlers au déclenchement de la guerre. Une source du Golfe a déclaré au Télégraphe, je les cite, qu'ils ne veulent pas travailler avec Jared et Witkoff parce qu'ils les ont poignardés dans le dos. Même si les Iraniens préféraient Tom Vance, le vice-président américain a clairement refusé de se laisser faire. Des sources ont dit à CNN que le vice-président avait envoyé un message ferme à Téhéran, avertissant d'une pression accrue sur leur infrastructure. Parce que Trump voulait vite un accord, Vance a été aussi ferme avec Israël. Selon Axios, Vance a réprimandé le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'un appel lundi pour avoir exagéré la possibilité que les bombardements américano-israéliens en Iran renversent son régime. La relation entre Vance et Jérusalem est tendue depuis un certain temps, les conseillers du vice-président estimant que certains en Israël tentèrent de saper le vice-président, parce qu'il n'était pas jugé assez hostile envers l'Iran, ce que demandent les responsables israéliens. Malgré ces obstacles, être choisi pour diriger les négociations a donné à Vance un rôle plus visible, dans une guerre où il restait en retrait. Trump a officialisé le rôle de Vance jeudi lors d'une réunion du cabinet, lui demandant un point sur l'Iran. Il a aussi indiqué que Vance collaborait avec Steve Witkoff et Jared Kushner sur les négociations. Mais ce rôle accru expose Vance à de plus grands risques politiques.
Lors d'un déjeuner de Pâques à la Maison-Blanche, Trump a dit que sans accord, il tiendrait J.D. Vance pour responsable. S'il y avait un accord, il s'en attribuerait le mérite. Même si cela pouvait être une plaisanterie, le président Trump a souvent revendiqué les succès d'autrui et s'est publiquement éloigné de ce qu'il jugeait des échecs. Pour J.D. Vance, la guerre en Iran pourrait faire ou défaire son avenir politique. Merci d'avoir regardé.